Ici Louis-Pierre Guillaume. Et Gonzague Chastenay. Donc, nous sommes très heureux de vous recevoir dans nos bibliothèques respectives pour vous parler d'un sujet qui est important aujourd'hui, le KM et la relation client. Et est-ce que le son et l'image sont OK de votre côté? Nickel, merci Anne-Catherine. Alors, comme d'habitude, donc d'abord qui nous sommes, toujours, si vous ne connaissez pas tous, Gonzague, je te laisse te présenter en premier. Voilà, donc je suis toujours directeur associé chez Rook, cabinet de conseil spécialisé en gestion d'information et des connaissances. Donc mon métier, c'est d'accompagner des entreprises, des organisations dans leur démarche KM. Et par ailleurs, je suis toujours professeur associé au CNAM, en charge d'un certificat de spécialisation qui en est à sa 7e promotion. Bravo. Et donc Louis-Pierre Guillaume, 3 prénoms, directeur associé de Amalté, partenaire de Rook, aussi consultant dans le domaine du management des connaissances, avec une forte spécialisation dans le domaine des communautés de pratique au sens très large, communauté au sens large, en entreprise ou pas. Aussi intervenant au fameux certificat du CNAM INTD et aussi intervenant à Kedge Business School à Toulon, ainsi qu'à la Sorbonne Nouvelle dans le domaine du management des connaissances. Et donc, nous habitons la région parisienne, pas très loin d'ailleurs, je suis à Meudon, et toi, Gonzague, tu es à Chaville. Chaville, c'est vraiment à côté, on a 2 trains d'écart. Et donc vous, donc qui êtes-vous et surtout, où êtes-vous? Dans quel endroit êtes-vous et que faites-vous? Quelles sont vos activités pour qu'on sache mieux qui vous êtes pour pouvoir plus facilement répondre à vos demandes, à vos interrogations. Donc, on sera intéressé dans le chat que vous nous disiez. Et en plus, ça peut intéresser chacun d'entre vous mutuellement de savoir qui est qui aujourd'hui dans notre webinaire. On voit dans la liste des participants, on voit des gens que l'on connaît, comme Genaël, par exemple, Anaïs. Après, il y a des prénoms, donc je ne sais pas trop, mais ceux que je vois au nom de famille, certains d'entre vous sont des auditeurs actuels du CNAM, d'autres sont des clients à nous, par exemple, ou des partenaires. Voilà, donc on voit Genaël, management manager, avocat d'affaires à Bruxelles, Michel, effectivement. Alors, pendant que l'on est, donc c'est Michel, qui d'autre encore veut se présenter à l'ensemble de la communauté ce matin? D'ailleurs, le certificat Gonzague, il a bien commencé. Oui, oui, on commence la 2e partie. Il est en 2 parties. Il y a une partie de présentation du KM que je fais en commun avec le titre 1 de l'INTD et une 2e partie qui commence demain où on fait de l'approfondissement. On va passer à la vitesse supérieure. Et ça permet à des personnes qui sont soit déjà knowledge managers d'affiner leur expertise, d'approfondir, soit de découvrir ce nouveau métier. Et c'est un certificat qui est agréé par France Compétences, donc il est éligible au CFP. On peut se le payer avec la formation continue et c'est pas cher. Non, mais il faut le dire que c'est comparé aux formations proposées sur le marché, c'est vraiment pas cher. Je confirme. Le CNAM n'est pas cher. Non. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, je pense que vous voyez tous les slides. Et nous avons eu effectivement pas mal de retours suite à quand on a demandé qui était intéressé pour venir à ce webinaire. Et on a eu des réponses du genre innover la relation client, justifier le ROI du KM. Ça, c'est encore une grande question qu'on entend fréquemment. Donc, ça, on pourra en dire un mot, bien sûr. Est-ce que c'est possible ou pas? Et puis, évidemment, quand on est dans la relation commerciale, c'est répondre à n'importe quelle question.
Est-ce que c'est possible? Comment faire? Que ce soit question posée aux opérateurs, hein, aux commerciaux, ou question posée entre clients, par exemple, hein. Et puis, rendre le client autonome, c'est le rêve de tous, c'est que le client se débrouille tout seul. Donc, comment faire? Donc, c'est un peu les thèmes. On va en parler ce matin. On a à peu près jusqu'à 9h45. Alors, eh bien, je prends la parole. Voilà. Alors, la relation client, ou parfois on appelle ça le Customer Relationship Management, c'est aussi le nom de l'outil. Bon, on va commencer toujours pour revenir au métier, au processus métier, parce que je rappelle que la connaissance est une ressource immatérielle qui est au service d'une activité métier. Donc, quel est le processus de la relation client? C'est un processus un peu particulier, pas si linéaire que ça. Je le compare facilement à une partie de ping-pong entre un prospect et un client, et puis vous comme acteur dans une organisation. Donc, une entreprise chacun prend l'initiative. Donc, ça peut être l'entreprise qui prend l'initiative dans de la prospection en proposant des offres à ses clients, et le client qui prend des initiatives de demande d'information, parfois des initiatives de lettres de mécontentement jusqu'au contentieux. Voilà. Et donc, la ressource de connaissances, hein, les savoirs et les savoir-faire, qui concernent donc soit le client, connaître son client, soit le plus souvent quand même le produit ou les services proposés par l'entreprise, eh bien, le KM va venir s'immiscer dans cette partie de ping-pong pour essayer de sortir par le haut, pour donner de la valeur ajoutée, et plutôt que d'être en réactivité, d'être en proactivité, fournir à l'entreprise, au client des informations à forte valeur ajoutée, et faire en sorte que le client devienne acteur et donc qui s'insère dans une communauté qui intègre à la fois les collaborateurs, les clients, les partenaires. Voilà un peu les grandes lignes. Alors, face à ce processus, l'entreprise, elle cherche à l'optimiser. C'est un de ses objectifs, c'est donc de réduire les coûts qui amènent à une certaine standardisation. Bon, et on voit ça avec les centres d'appel. On pourrait regarder en détail. Où on spécialise des gens qui répondent à des questions faciles, des gens qui répondent à des questions difficiles. Ce sont les experts. Bon, standardisation. À l'inverse, les clients, ils veulent du sur-mesure. Voilà. Aujourd'hui, on a des clients qui veulent qu'on s'intéresse à eux. Et donc, on va aller vers de la valeur ajoutée, du sur-mesure. Bon, donc, ça peut paraître contradictoire et il faut trouver des moyens de mettre en œuvre des ressources de connaissances dans cette contradiction. Et ce n'est pas un problème, en fait, c'est-à-dire que le KM est suffisamment souple pour apporter l'un et l'autre. Donc, par exemple, la standardisation, eh bien, c'est organiser des centres d'appel avec des flux qui permettent d'accéder rapidement à des réponses préparées à l'avance. Mais le sur-mesure, ça va être de proposer des services d'experts pour répondre, quand c'est pertinent, à des questions. Le sur-mesure, ça va être de diffuser, donc là on est en proactivité, avant que le client pose une question, de lui diffuser de manière très sélective des informations ou des mises à jour d'informations sur les produits ou sur les services. Et donc, on sait que vous vous êtes intéressé à telle voiture, tel vêtement, tel service, telle réglementation. Nous savons par notre centre KM qu'il y a des évolutions. Et donc, on vous envoie, avant que vous le demandiez, on vous envoie cette information. Et pour éviter d'arroser tout le monde, on cible. Et pour cibler, on va utiliser la connaissance du client, qui est en général gérée dans un outil de CRM, qui est une grosse base de données dans laquelle on enregistre toutes les activités. Et ça permet comme ça de cibler. Donc ça, c'est un exemple d'équilibre entre standardisation et sur-mesure. Alors, on va passer à la planche suivante. Sur les solutions techniques, donc on en a vu quelques-uns dans le couplage entre le KM et le CRM. Il y en a d'autres. On a aujourd'hui des moteurs de recherche extrêmement puissants qui intègrent d'ailleurs des éléments d'intelligence artificielle, et ça depuis 20 ou 30 ans, ça ne date pas de ChatGPT, qui permet à quelqu'un de poser une question en langage naturel
et d'être guidé vers une solution. Donc, ça peut se faire en B2B, un business to business, par exemple, des collaborateurs d'un bureau d'études qui cherchent un composant dans un catalogue, et donc ils vont être autonomes, ils n'ont pas besoin de passer par un intermédiaire, ils peuvent explorer, mais ça peut être aussi un client qui va de lui-même chercher un produit dont il ne connaît pas le terme technique. Et entre parenthèses, si vous voulez voir un moteur de recherche particulièrement performant, vous allez sur les sites de e-commerce, des grands noms de la distribution. C'est sûrement là qu'on a les réglages les plus intéressants et les plus sophistiqués, parce que l'enjeu, c'est que monsieur et madame tout le monde qui cherchent un objet dont ils ne connaissent pas le nom technique et qui doit le trouver. Et donc, ça mobilise je dirais, ce que les moteurs de recherche savent faire de plus sophistiqué. Donc, à travers cette idée, on voit qu'on va mobiliser des portails qui sont dédiés à des usages. On va aussi mobiliser des outils de text mining pour analyser les verbatims des clients. Vous savez qu'un client, il s'exprime parfois de manière très sanguine, on va dire. Avant, il écrivait des lettres, maintenant, il s'exprime dans des forums. Et on sait aujourd'hui analyser ces forums avec des outils de text mining. Ça peut être aidé par de l'intelligence artificielle. Ça va permettre de donner du sens à des mots, parfois un peu crus. Si vous voulez vous amuser, vous allez dans des sites d'automobilistes qui ne sont pas contents de leur voiture. Vous allez avoir, c'est du Audiard, quoi. Bon, et justement, eh bien, les outils savent transformer un langage populaire, un langage cru, un langage très direct, en des tendances, en des émotions, entre finalement des convictions que portent les clients pour finalement comprendre quel est le problème sur le véhicule ou sur le produit, pour ensuite que ce soit retransmis vers les concepteurs. Ça, c'est l'idéal. Le pire, c'est quand on efface le message pour que le problème n'existe pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça. Alors ça, c'est un autre problème. Ensuite, non, mais tu as remarqué très juste, c'est de savoir si l'entreprise veut faire face à ce problème, et si ce problème qui est analysé dans l'interface avec le client remonte vers le back-office, vers le bureau d'études. Et on touche là vers un des sujets importants, c'est ce dialogue entre, les Anglais diraient le back-office et le front-office. Moi, je dirais ceux qui sont en contact avec les clients et puis ceux qui conçoivent les produits. Et est-ce qu'ils arrivent à alimenter avec des connaissances à jour? Est-ce qu'ils sont conscients? Et voilà. Donc, on voit bien qu'on est là dans un processus qui décloisonne des relations entre des commerciaux ou du gens du marketing, et puis le bureau d'études ou ceux qui conçoivent les projets. Ce qui est au fond le problème le plus complexe à mettre en œuvre. Les outils sont brillants. Aujourd'hui, on n'a jamais eu d'outils aussi puissants. Certes, il y a un réglage qui reste toujours délicat. Un moteur de recherche est toujours difficile à régler. Mais ce n'est pas le plus compliqué. Ça, on y arrive toujours. Ce qui est plus compliqué, c'est de faire en sorte qu'il y ait un processus de mise en relation avec le client, d'accepter cette parfois confrontation avec le client, et surtout que l'information qui est en back-office remonte à jour, mais aussi que ceux qui sont chargés de le mettre à jour soient motivés, mobilisés. Quand je parlais de passer de réactif à proactif, j'avais un client comme ça, ils passaient leur temps à répondre à des tickets de réclamation, d'information. Et bien, du jour où on leur dit on va changer de positionnement, c'est vous qui allez prendre l'initiative de valoriser votre travail de documentation, de construction de bases de connaissances en le poussant vers des clients. Ça change complètement l'optique, ça revalorise un travail qui pouvait être un peu une course contre la montre, une course à la résolution de tickets, au traitement des tickets, qui c'est plutôt une valorisation d'un savoir et d'un savoir-faire. Donc oui, là, puis ça évite de répondre 10 fois la même chose à 10 clients différents. exactement. Donc on voit qu'il y a une gouvernance à avoir, et ça permet aussi d'optimiser ce travail un peu ingrat, mais qui devient à ce moment-là tout à fait valorisant. Ensuite, on a d'autres approches possibles qui sont des services nouveaux. Par exemple, le fait que pour une société de prestations intellectuelles, un cabinet d'avocats, un cabinet de conseil, qui va gérer des ressources de connaissances pour elle-même, de gérer aussi celles de son client. Par exemple, un cabinet d'avocats qui va gérer le fonds
de jurisprudence, de documentation réglementaire, etc., de ses clients, donc une direction juridique d'une entreprise qui n'a pas les moyens de monter une démarche KM. Et donc, ça peut être un nouveau service qui est apporté. Les entreprises industrielles ont compris ça depuis longtemps, hein. Je me souviens de l'ancien patron de Saint-Gobain qui disait « L'avenir de Saint-Gobain, ce sont des services ». Pareil chez Air Liquide, pareil chez HP. C'est-à-dire, on continue à faire des produits manufacturés excellents, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi apporter des services autour, donc sous forme d'information. Alors, une information auquel les clients accèdent en direct, ou alors à travers un centre d'appel quand le client a besoin de présenter son cas, qu'il soit entendu et que son cas soit traité par un expert. Ça peut être un service interne. Par exemple, chez HP, à une époque, les techniciens en intervention pour réparer le matériel pouvaient interroger en direct ou par un intermédiaire un centre d'appel où on avait enregistré des cas semblables et qui permettait de retrouver des éléments pour résoudre une panne avec de l'apprentissage. C'était déjà des outils de type intelligence artificielle par apprentissage, et c'était il y a au moins une quinzaine d'années, donc ça ne date pas de ChatGPT. Voilà. Et puis peut-être un dernier point dans l'innovation, c'est de considérer l'objet lui-même comme un poste de travail. Alors, je m'explique, ça veut dire que vous êtes devant votre roue de voiture qui a crevé, vous ne savez pas dans quel sens il faut dévisser la roue, un vieux problème. Eh bien, vous approchez votre téléphone, il y a un QR code sur la roue et qui vous dit un peu, en fait, le mode d'emploi proche de l'outil. Donc, c'est de rapprocher l'usage de l'outil, enfin, l'accès aux connaissances de l'usage. Donc, on va voir ça se développer de plus en plus. On sait déjà des QR codes qu'on peut flasher pour avoir de l'information sur un objet. C'est cette idée d'être au plus proche de l'objet, et donc que l'information vient sur l'objet lui-même parce que c'est sur l'objet qu'on a à intervenir. Voilà donc des idées. Vous voyez qu'on ne manque pas de possibilités technologiques. La technologie nous apporte beaucoup de possibilités, mais aussi avec un client qui est de plus en plus exigeant. Louis-Pierre, je te redonne la parole. Oui, puis après, il y a une troisième, effectivement, solution, si on veut, technique, hein, mais c'est les communautés. Alors, pourquoi les communautés? Parce que la notion de logique communautaire répond à un besoin d'engagement et de personnalisation, et surtout de connexion de consommateurs, connexion entre eux, connexion avec la marque, avec l'entreprise. Évidemment, maintenant, les consommateurs, ils refusent, que ce soit consommateurs B2B ou B2C, hein, refusent qu'on leur impose des choses, des offres toutes prêtes, des choses sur mesure. Ils veulent être dans une logique de co-création, parfois de ce qu'on leur vend, que ce soit du service ou des produits. Et donc, il y a un rééquilibrage, évidemment, inévitable entre producteurs et consommateurs. Alors, il y a quelques exemples, hein. Il y a des communautés dites de marques. Alors, autour de marques disons, emblématiques, genre par exemple les communautés des bikers de Harley Davidson, ou des gens qui aiment le Nutella et qui effectivement ont une influence sur la marque. Si on change la recette de Nutella, vous allez voir que la communauté va hurler. Bonne question de Laurent. Et pour les clients, la deuxième type de communauté, c'est la communauté dite de clients. Alors, il y a des bons exemples, hein. La première qui vient à la tête, c'est celle de Schneider qu'elle a lancée, qui s'appelle Exchange, qui contient 60 000 clients qui sont en fait tous des installateurs, des revendeurs, des tableautiers, tous les gens qui sont dans l'écosystème B2B de Schneider, où là, effectivement, c'est ouvert autour des solutions de l'Internet des objets, le fameux IoT, pour gérer l'énergie et l'automatisation. Et donc, ces clients qui, en fin de compte, après vont revendre à des entreprises ou à des particuliers, eh bien, ils échangent entre eux des questions, des pratiques. Ils se supportent mutuellement et c'est un bel exemple d'une communauté qui fonctionne avec des clients entre eux qui n'hésitent pas à se parler. Autre exemple bien connu, c'est Free, la communauté des Freenotes, a eu un énorme succès dans le développement de Free. Lego aussi, pour améliorer les briques, ou Decathlon pour ses produits. Troisième type de communauté, c'est la communauté des utilisateurs. Par exemple, il y a les fans de trail
Donc, et qui ont, comme ça, pu influencer Salomon pour produire des chaussures pour leurs besoins. Ski Tour, sur les skieurs de randonnée, là aussi, une communauté de gens qui utilisent, qui font du ski et qui aussi ont une influence sur les marques. Et puis, je finirai par le H Club, qui est la communauté des pilotes d'hélicoptères de Airbus, qui est un moyen pour Airbus d'avoir des pilotes qui vont recommander les produits Airbus aux acheteurs, que ce soit institutionnel ou acheteurs privés. Et puis après, une communauté interne, donc là c'est vraiment en interne, autour par exemple d'un segment de marché, typiquement l'hôpital ou la santé, qui vont regrouper des personnes qui sont par exemple des marketing, des vendeurs, des personnes dans des architectes solutions, ou des communautés autour de métiers comme les techniciens de SAV, pour des trucs et astuces et des histoires de guerre sur comment je répare mieux telle ou telle chose. Et puis autour des centres d'appel, par exemple, ceux qui animent les centres d'appel, s'il y en a plusieurs, peuvent se monter en communauté pour pouvoir échanger des bonnes pratiques et des meilleurs procédés pour que les centres d'appel fonctionnent mieux. Donc, les communautés, effectivement, sont très utiles dans une approche, disons, de centre de service aux clients. Donc, nous, évidemment, on a encore toujours nos convictions parce qu'on y croit beaucoup. Encore une fois, à la puissance du collectif, parce que c'est le collectif qui, en co-créant, permet de pouvoir construire des solutions adaptées aux besoins des personnes et évidemment toujours en innovant les choses, en cassant les silos, en faisant du transversal, et ça s'appelle effectivement l'innovation managériale parce qu'on change les manières de travailler. C'est notre métier, Gonzague et à moi, de transformer la manière dont fonctionne l'organisation grâce au management des connaissances. Alors, on va faire un petit jeu, mais on le fait toujours, c'est plus qu'un jeu, c'est en fait, on va répondre à vos besoins, à vos enjeux, à vos obstacles, et on le fait toujours via Klaxoon. Je pense que vous qui nous suivez depuis quand même plusieurs mois, vous avez vu comment ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est qu'on va, on va vous demander quels sont vos enjeux de relations clients, quels sont vos obstacles, et puis vous allez répondre, et après collectivement, encore intelligence collective, vous allez voter pour les meilleurs enjeux et les meilleurs obstacles, et nous, les experts, on va donner un point de vue sur le sujet, effectivement, de ce qui concerne vos enjeux, vos obstacles. Donc j'ai mis dans le chat un lien vers Klaxoon. Alors, je vois déjà qu'on est 3 dessus. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer justement le Klaxoon. Alors, je pense que vous devez avoir maintenant l'écran. Donc, Klaxoon, comment ça marche? Donc, nous sommes 7 dessus maintenant. Hop, voilà. Alors, le principe est le suivant. Vous avez ici donc une zone avec, alors je vais vous amener dessus, pour ceux qui ne sont pas dessus. Vous avez vos enjeux en bleu. Vous avez ici vos obstacles en orange. Vous avez la question, quels sont vos enjeux dans la relation client? Et comment mettons une idée? Un post-it, c'est comme un tableau virtuel. Vous avez en bas le plus. Sur le plus, vous avez 2 couleurs. Soit la couleur bleue, donc c'est enjeu, couleur orange, c'est obstacle. Donc mes enjeux, c'est, je sais pas, c'est XXXX. Vous mettez votre nom en bas. Voilà. Hop. Et j'envoie avec la petite flèche le post-it et je le déplace au bon endroit pour qu'il aille ici. Et si vous voulez modifier le texte, vous cliquez dessus, vous avez modifié, et puis après, rajouter un X en plus et renvoyer le post-it. Donc, on vous laisse quelques minutes vous êtes maintenant 16 en ligne sur le Klaxoon, pour pouvoir, disons, mettre vos enjeux et vos obstacles concernant la relation client. Et nous allons effectivement, évidemment, et nous allons vous aider par rapport à ça, dans une optique évidemment de management des connaissances. Ah, ça commence à venir. Donc, je vais enlever le X. Alors
Alors, il faudrait peut-être préciser autonome sur quoi. C'est dans le fait de choisir un produit, le fait d'installer un produit, le fait de réparer, le fait de... Et le client dans une entreprise, ça peut être un autre service. Vous savez, la relation client-fournisseur est un mode de management très développé dans les organisations, surtout les grands groupes, avec des refacturations internes. Et donc, il faut voir la notion de client, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à l'extérieur de l'organisation, c'est aussi le service d'à côté, ou la filiale, ou la DSI. Il y a des entreprises où la DSI est une société de services interne. Procter & Gamble est très connu pour ça. Hein. Tous ces services support sont des services qui fournissent des services à ses clients internes, qui sont mis en concurrence avec des boîtes extérieures. Et évidemment, ils ont vraiment dans le sang la notion de service client. Sinon, Ouais. ils peuvent se faire dégager par un autre. Alors, c'est bien, il y a pas mal de choses. Alors, comme il y a toujours plein de post-it, plein d'idées, alors peut-être qu'on va, je vais faire un petit paquet pour tout ce qui est client autonome, d'accord? Alors, il y a une astuce sur Klaxoon, ceux qui ne la connaissent pas. Donc, je vais en choisir plusieurs, comme ça, ceux-là, tac, ensemble. Je vais les grouper. Hop, je les groupe comme ça. Donc, ils viennent ensemble. Là. Et vous verrez tout à l'heure quand on va s'en servir pour pouvoir, comment dire, choisir, on pourra choisir le groupe. Parce qu'il est quand même 30, 31. Alors, on va faire ça pendant 1 minute. Ce que je vous propose, c'est que vous allez choisir les post-it que vous préférez pour qu'on puisse les traiter nous. D'accord? Donc, pour cela, vous avez droit à 4 cœurs. Vous avez 8 cœurs. Non, pardon, vous avez 4 cœurs en tout, 2 par zone, droite et gauche. Comment est-ce qu'on met un cœur sur un post-it que l'on aime? Par exemple, je vais prendre celui-là, former le client. Je mets un cœur ici. Je clique une fois, j'appuie sur le cœur, ça fait un cœur que je mets là. D'accord? On voit qu'il y a un cœur. Je l'enlève en faisant ici. Comme j'ai groupé ici, si je mets un cœur, le cœur s'affiche pour toutes les post-it que j'ai groupés. D'accord? Donc, vous avez le droit de mettre 4 cœurs, 2 cœurs dans le bleu, 2 cœurs dans le jaune. On vous laisse 1 minute pour que vous puissiez effectivement choisir quels sont quels sont les post-it que vous préférez qui permettront comme ça de pouvoir être comment dire, explicité par nous. On pourra vous en donner quelques réponses. Ah, une qui se promène toute seule, le temps. Hop. Alors, le temps, c'est pareil hein, comme idée, mais il faut être plus creusé hein, comme obstacle. L'obstacle, le temps, ce n'est pas suffisant. C'est qu'est-ce qui est la problématique du temps. Pareil. Donc, pendant que vous mettez vos cœurs, ce que je propose, donc on vous laisse effectivement pour ça et on va revenir. L'idée, c'est qu'on va revenir vers vous là dans 1 minute. Parce que qu'est-ce qu'on a mis en place, Gonzague et moi, depuis quand même plusieurs mois, c'est l'idée qu'on fasse un cycle de conférences sur le KM. Et ce qu'on vous propose en plus, c'est de pouvoir vous proposer un rendez-vous. Un rendez-vous avec vous sur votre problématique. Donc pour cela, vous avez un lien en haut qui s'appelle Prendre rendez-vous. Je vous le remets dans le chat. Hein, qui permet de pouvoir être avec nous pendant 45 minutes. Vous venez avec votre problématique et nous, avec vous, nous discuterons, nous
échangeons avec vous, proposer quelques pistes pour résoudre la problématique que vous avez en tête, suite par exemple à ce webinaire, mais aussi suite à d'autres webinaires que vous avez pu avoir, ou des problématiques quand même au sens très très large. On est là pour y répondre. Donc n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous avec le DIAG. Le lien est dans le chat, il est aussi en haut du chat, et comme ça, vous aurez les réponses. Vous aurez deux experts, hein, c'est pas courant, hein, deux experts pendant 45 minutes pour vous aider. Car souvent, la problématique, elle est complexe, parce que vous avez vu, ce que nous avons ensemble ici, c'est des problématiques complexes qui ne se résolvent pas en 5 minutes. Donc, eh bien, comme c'est complexe, c'est là où il faut faire appel à des experts qui peuvent vous aider à décomplexifier les choses et à les prendre par le bon bout ou les bons bouts pour diminuer la complexité et rendre le système plus simplifié pour pouvoir facilement le modifier. Oui, la complexité, elle a plusieurs origines. On l'a cité tout à l'heure, c'est cette ambivalence entre l'optimisation par l'industrialisation, la standardisation et le sur-mesure. Donc, il y a un équilibre à trouver. C'est la mise en place d'outils de connexion entre des outils de CRM et les outils du KM. Donc là, il y a une complexité technique. Il y a une complexité sémantique sur comment nommer les choses, comment accéder à de l'information qui n'a pas forcément, qui n'est pas nommée dans les bases comme les gens ont l'habitude de parler. Voilà, des exemples de complexité ou d'interdépendance. Et puis, il y a aussi toute la question de la mise à jour des bases de connaissances qui suppose de mobiliser back-office et front-office, qui est une autre source de complexité que je vois avec les consultants que j'ai pu encadrer sur le sujet ou des gens du CNAM qui font des stages sur ces sujets-là. Ça ne va pas de soi. Il faut bien cerner le sujet, de ne pas partir dans tous les sens. Ah, on revient à Klaxoon et on revient effectivement à nos post-it qui ont été, disons, marqués. Vous avez ici en bas à droite des vues. Alors, je vais faire une vue colonne. Hop. J'ai mes deux enjeux obstacles, 24 d'un côté, 14 de l'autre. Je vais trier par du plus aimé au moins aimé, du plus aimé au moins aimé. Et donc là, j'ai les questions pour lesquelles il y a le plus de. Donc voilà, en même temps, on va prendre ça. Donc, Bozac, je te laisse choisir le premier, peut-être. Sur les enjeux, pérenniser l'excellence de la relation client B2B. Oui. Donc là, on a combien de cœurs? 8 cœurs. Oui, donc Oui. c'est beaucoup. Donc B2B, donc business to business, donc c'est des relations avec ses fournisseurs ou avec des gros clients. Donc je dirais que c'est à la fois plus facile parce qu'on en a moins. C'est une relation c'est pas le grand public, on va dire. Alors là encore, il faudrait préciser un peu le type de relation. Ce qu'il faut, c'est de ne pas partir dans tous les sens, donc de prendre un sujet et de voir quel est le canal. Est-ce qu'il s'agit de s'appuyer sur des technologies, d'avoir des moteurs de recherche qui permettent de retrouver de l'information, ou plutôt des services de type centre d'appel, réponse ou relations privilégiées. Il faut aussi voir, et c'est un élément de complexité, que ici on regarde essentiellement le KEM, mais ça peut passer par d'autres leviers, par la fidélisation, par des avantages commerciaux, par de la segmentation. On est aussi là dans une caractéristique traditionnelle, c'est que pour améliorer un processus métier, le KM est un levier parmi d'autres. Donc il ne faut pas non plus négliger des éléments traditionnels d'amélioration de la relation avec ses partenaires.
Ce qui Ah, il y peut a être aussi souvent. intéressant, auquel on ne pense pas toujours, c'est que l'entreprise les espaces collaboratifs dont on parlait tout à l'heure, les initiatives de communauté, c'est ainsi un moyen de mettre en relation ses partenaires. Euh, c'est un client, dans les services qu'il souhaitait proposer, il travaille beaucoup avec des PME, et bien c'était dans un tissu de PME et d'acteurs de PME, c'était de les mettre en relation entre eux aussi. Donc c'est un facilitateur de relations des clients avec leur écosystème. Et le KM, là, peut apporter beaucoup de choses. La connaissance de son écosystème. Hmm. Bah, c'est pour, disons, rebondir, c'est par rapport aussi à la deuxième problématique qui était rendre autonomes les clients. Bah, à la fois, effectivement, tout à l'heure, tu en as pas parlé, hein, c'était de faire une base de référence des questions les plus posées au service desk pour pas qu'ils répondent à chaque fois à tous les tickets qui sont des duplicats de tickets précédents. Donc, effectivement, c'est pouvoir fournir des FAQ, fournir un moteur de recherche pour rechercher effectivement dans l'ensemble avec des questions, avec des mots-clés qui ne sont pas les mêmes que ceux qui ont été écrits, mais qui permettent de retrouver quand même des réponses aux questions. Là encore, effectivement, les communautés, Free typiquement dans celle des Freenotes, il y a une énorme entraide entre les clients de Free. Le service desk de Free répond, mais souvent, la réponse se passe d'abord entre Freenotes qui se posent des questions sur les forums de discussion que Free a mis en place. Et c'est une des raisons pour laquelle Free a un très bon service client. Il a des coûts très faibles, c'est qu'en fait, une bonne partie du service client est rendue par les clients eux-mêmes. Alors, il y a beaucoup de questions, que ce soit sur les enjeux ou sur les obstacles, autour de la maîtrise de l'outil digital et notamment du moteur de recherche. Et ça, c'est vrai pour des clients externes, mais c'est vrai aussi pour des clients internes. Ça reste un des gros obstacles pour le KM. Alors, on va passer sur le choix de l'outil lui-même, mais c'est surtout de savoir concevoir une interface. Donc ça demande de travailler avec un prestataire qui connaît très très bien l'outil de recherche. Je reconnais que quand on est dans le monde Microsoft, qui a un très bon moteur de recherche, on ne le dira jamais assez, mais qui est très souvent très mal installé. Et donc, il faut savoir trouver un expert de la technologie FAST qui est intégré dans Office. Parce que si vous prenez un développeur lambda, il ne connaîtra pas ça. C'est vraiment un domaine extrêmement spécialisé. Donc, il faut connaître quelqu'un qui connaît bien l'outil. Et il faut que vous l'aidiez en travaillant sur le vocabulaire, c'est-à-dire avec acronymes, synonymes. Donc, ça peut être l'occasion de construire des vocabulaires métiers de l'entreprise. En général, on ne part pas de rien, mais ça peut être une occasion. Le KM induit toujours un travail sur le vocabulaire, sur la langue, parce que, si on n'a pas un langage commun, on ne peut pas se comprendre pour décrire un objet. Vous ne pouvez pas décrire un savoir compris par tous si vous n'utilisez pas un vocabulaire qui est compris par tous. Bon. Alors, les technologies permettent des passerelles, synonymes, acronymes, très puissantes. Ce n'est pas très compliqué, mais il y a ce travail à faire de recensement, parfois de choix. Quand vous faites un glossaire, un vocabulaire d'entreprise, il y a des choix qui sont à faire, donc ça peut prendre un certain temps. Mais je dirais que ça fait partie de ces fondamentaux de la gestion de l'information qui sont très souvent négligés, mais dont on a absolument besoin pour le mettre en œuvre. Ensuite, il faut toujours tester. Donc, avoir un panel d'utilisateurs internes ou externes. Donc, pour l'externe, de pouvoir travailler avec le marketing ou sous la communication qui peut avoir des panels d'utilisateurs pour le tester parce que c'est assez peu prévisible et aussi de prévoir plein de possibilités parce que il n'y a pas qu'une seule manière de chercher de l'information et suivant les personnalités, ses habitudes, on utilise plus facilement tel ou tel. Il y en a qui aiment bien cliquer, il y en a qui aiment bien mettre des mots, il y en a qui aiment naviguer. Et donc, il faut le tester avec des gens qui vont être les utilisateurs. Oui, et puis je dirais qu'il faut aussi faire appel à des gens qui savent rédiger. La rédaction technique
Oui. de FAQ ou de rédaction technique d'aide pour les clients, c'est un art. C'est pas n'importe qui peut rédiger. Donc là, il faut se poser la question, faut-il faire appel à des gens dont c'est le métier, le traducteur technique, et qui peuvent venir aider à reprendre un fond et à le rendre plus facilement lisible en retravaillant la manière dont ont été écrites les phrases. Je vous ai mis dans le chat un petit lien pour vous évaluer le webinaire de ce matin. Donc, n'oubliez pas de penser à nous par rapport à ça, parce qu'il est 44 déjà, ça va très vite. Hein. Une petite dernière question, un dernier point que tu voudrais traiter, Gonzague, avant de clôturer. Il y a la question linguistique qui apparaît là. C'est une contrainte. Là encore, la technologie peut beaucoup nous aider. La technologie, c'est traduire à la volée de manière raisonnable pour des documents techniques. La technologie, c'est propager un terme vers son équivalent linguistique. Donc là encore, c'est quelque chose qui est tout à fait à portée, mais simplement, il faut l'organiser. C'est un cas particulier de ce que je disais tout à l'heure sur la construction d'un vocabulaire d'une entreprise et qui ne pose pas de difficultés particulières, mais qui ne se fait pas tout seul. Voilà, il faut prendre le problème à bras-le-corps et s'entourer de gens qui sont des professionnels de l'information ou des linguistes, parce que ça ne s'improvise pas. C'est des sujets sur lesquels on ne peut pas improviser. Donc, il faut y associer des compétences particulières. Oui, et aussi, on ne peut pas prendre n'importe quel outil de traduction automatique dans des langues, parce que comme vous êtes dans un vocabulaire métier et dans des termes métiers, il faut nourrir l'outil de traduction avec des vocabulaires, des équivalents dans toutes les langues pour être sûr que tel terme technique dans la langue A soit bien traduit par le bon terme technique dans la langue B. Si vous prenez Google Trad comme solution, ça ne va pas marcher. Voilà, il est à la fois le lien vers l'article qu'on a publié la semaine dernière, qui rentre un peu plus dans le détail par rapport à ce que nous avons dit. Vous avez le lien pour évaluer le webinaire. Donc, ce serait sympathique que vous puissiez mettre votre feedback pour que nous puissions effectivement nous améliorer la prochaine fois quand nous ferons notre prochain webinaire. D'ailleurs, le prochain webinaire aura lieu le 24 avril, notez-le le matin. Et le thème sera, Gonzague, je te laisse dire le thème. Ce qu'apporte le knowledge management à l'ingénierie ou à la gestion de projet. Voilà, donc c'est un beau sujet, parce qu'effectivement, voilà. Les sociétés de prestations intellectuelles, prestations mécaniques, de génie civil, c'est l'essentiel de nos clients. Et donc, il y a beaucoup de bonnes histoires à raconter. On peut aussi dire très concrètement comment améliorer toutes les phases de la réponse à un appel d'offres jusqu'à l'exploitation, la maintenance, l'exploitation, et aussi comment le KM et ce lien entre l'amont et l'aval des métiers qui ne se parlent pas dans ces entreprises et qui ont besoin beaucoup de se parler. Absolument. Donc, rendez-vous le 24, ça va être intéressant. Donc, vous aurez encore une fois un article en amont pour et ça poser ça sera à 11h30. C'est ça, 11h30. C'est pas à 9h, c'est 11h30 le 24. Voilà. Donc, merci beaucoup. On vous laisse effectivement répondre tranquillement votre évaluation. Merci en tout cas pour Séverine et merci pour Audrey qui nous dit bravo. Guillertaz aussi. Donc, c'était sympa. Merci pour vos questions. Merci pour vos problématiques. Hein. Ce n'est pas un problème simple. Encore une fois, c'est complexe, c'est ça. Et nous sommes ici pour décomplexifier effectivement le sujet. Mais c'est réaliste. C'est-à-dire qu'on peut observer, on vous a donné quelques exemples, on a des réalisations qui fonctionnent. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. On peut observer, on peut faire des benchmarks sur ces sujets. Absolument. On a même été appelé pour améliorer la manière de trouver l'information sur une base existante assez grosse et pour que
encore une fois, pour que les personnes en charge des appels téléphoniques dans les plateaux perdent moins de temps à trouver l'information, car quand vous avez les clients au téléphone, perdre du temps dans la réponse, c'est pas très crédible. Donc, on a été appelé pour pouvoir justement aider ce genre de problématique. Il a encore un moteur de recherche et une des réponses à la question. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Oui, bonne journée à tous. Dans un mois, le 24 avril. Au revoir. Au revoir.